Salut tous les amis, c'est Raph, tout simplement, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes plus ou moins nouveau au monde de la Formule 1, et que vous souhaitez soit réviser, soit apprendre les bases pour regarder la saison 2022. Donc si vous voulez tout savoir sur la Formule 1, ne perdons pas de temps et passons directement au premier chapitre. Lors d'un week-end de course, les mécaniciens arrivent généralement le jeudi sur le circuit, afin de déballer tout le matériel qui arrive soit par camion, soit par avion, et aussi de remonter la Formule 1 qui arrive en pièces détachées. Ce n'est qu'à partir du vendredi après-midi qu'on va commencer à avoir des voitures en piste pour les essais libres. Chaque week-end, les pilotes ont 3 sessions d'essais libres. Salut, c'est Raphaël du montage. Alors j'ai fait une petite erreur car entre le moment où j'ai écrit le texte de la vidéo et le moment où j'ai tourné la vidéo, la FIA a publié des nouvelles informations. Donc les essais libres du vendredi font bien 1h et non 1h30, et cela porte le nombre total d'heures d'essai à 3 heures et non 4 heures. Le visuel qui va apparaître dans quelques secondes est lui corrigé et possède les bonnes heures. 2 sessions de 1h30 le vendredi et une session de 1h le samedi, ce qui nous fait un total de 4 heures pour s'entraîner et essayer des réglages en vue des qualifications et de la course. Après ces 3 sessions, on passe aux qualifications. Les qualifications en Formule 1 ont une organisation plutôt atypique. Elles sont découpées en 3 parties bien distinctes, appelées Q1, Q2 et Q3. Lors de la Q1, la première partie de la qualification, les 20 pilotes vont prendre la piste et ils vont avoir 18 minutes pour réaliser le meilleur tour possible. Au bout de ces 18 minutes, la Q1 est terminée, donc tous les pilotes vont rentrer au stand et les 5 pilotes avec le moins bon temps seront éliminés. Salut, c'est encore Raphaël du montage. Alors je voulais te préciser que lorsque vous êtes éliminé en Q1, votre position sur la grille de départ pour le dimanche est figée. Donc si vous finissez 18ème en Q1, vous partirez 18ème pour le Grand Prix. Tandis que vous finissez 14ème, 8ème ou 6ème, vous avez encore la Q2 ou la Q3 pour refaire un temps et possiblement améliorer votre place de départ. En Q2, les 15 pilotes restants repartent en piste. Ils ont 15 minutes pour essayer de réaliser le meilleur tour, encore une fois. Et une fois que la Q2 est finie, il y a encore les 5 pilotes avec le moins bon temps qui sont éliminés. Ce qui fait qu'en Q3, 10 pilotes reprennent la piste et vont se battre pour essayer de décrocher la pole position. Faire la pole position, c'est finir premier aux qualifications, et donc partir en première place le jour du Grand Prix. Donc tout ce que je viens de vous expliquer, c'est pour les qualifications dites classiques. Mais en 2021, la FIA, l'instance qui gère la Formule 1 sur le plan technique et sportif, a décidé d'introduire un nouveau type de qualification. Elle s'appelle les qualifications sprint et elle bouleverse un petit peu cette organisation. Premièrement, les pilotes n'ont plus 3 sessions d'essais libres mais seulement 2. La deuxième séance du vendredi est remplacée par une qualification classique comme je viens de vous expliquer, et la qualification classique qui se tenait le samedi est remplacée par une course sprint. Les courses sprint, c'est comme un mini Grand Prix d'une demi-heure qui sert à définir la grille de départ du Grand Prix du dimanche. La qualification classique du vendredi sert cette fois-ci à définir la grille de départ pour la course sprint. Pour ce qui est des courses sprint, il y en aura 3 pendant la saison, une à Imola en Italie, une à Zandvoort aux Pays-Bas et une à Portimao au Brésil. Après tout cela vient le moment que vous attendez tous, le Grand Prix. Les Grands Prix débutent généralement à 15h heure locale, mais il arrive que cet horaire change pour les Grands Prix qui ont lieu par exemple de nuit comme à Singapour ou au coucher de soleil comme à Abu Dhabi. Avant le départ d'un Grand Prix, les pilotes vont réaliser ce qu'on appelle le tour de formation ou le tour de chauffe. C'est un tour qui est réalisé à moyenne vitesse et qui est là pour chauffer les pneus et les freins pour le départ. Donc une fois que les pilotes ont réalisé ce tour, ils reviennent à leur emplacement sur la grille de départ. Généralement c'est le moment où l'on monte le volume et on se donne rendez-vous au premier virage. Une fois que tout le monde est installé sur la grille, les 5 lumières qui composent le feu qui va donner le départ vont s'allumer une à une. Et une fois que ces 5 lumières vont s'éteindre, ça va être le départ du Grand Prix. Les Grands Prix n'ont pas toujours le même nombre de tours, cette valeur elle est ajoutée par rapport à la longueur du circuit pour que le Grand Prix ait une longueur d'à peu près 300 km. Si plus tard pendant le Grand Prix un accident survient, un moteur casse ou une voiture fait une erreur et finit dans le bac à gravier ou dans les barrières, plusieurs mesures peuvent être prises pour la sécurité des pilotes. La première mesure possible, c'est d'appliquer un drapeau jaune. Le drapeau jaune ne s'applique que dans le virage où il y a le danger, il indique au pilote de ralentir, de faire attention, et il interdit les dépassements. Si cela ne suffit pas, une virtual safety car peut être déployée. C'est un petit peu comme un drapeau jaune géant, puisque cette fois-ci il s'applique sur tout le circuit. Les mêmes règles que le drapeau jaune s'appliquent, mais cette fois les pilotes doivent réduire leur vitesse de 40%. Après, si le danger est vraiment gros, la voiture de sécurité peut rentrer en piste. Lorsque la voiture rentre en piste, tous les pilotes vont venir se mettre à la queue leu derrière elle et vont la suivre pendant la durée de l'intervention de la safety car. Donc ça peut être 2 tours, 3 tours, 5 tours ou 8 tours, ça dépend.
Lorsque la voiture de sécurité va rentrer au stand car le problème est réglé, elle l'annonce vers la fin du tour en éteignant les lumières qu'elle a sur le toit, et ça va être au pilote en tête de la course d'imposer et de dicter son rythme au pilote derrière. C'est lui qui va décider quand la course va repartir, sachant qu'il y a du moment où la safety car éteint ses feux jusqu'à la ligne de safety car. C'est une ligne qui est placée un petit peu avant la ligne de départ sur la ligne droite. Et puis pour finir, si l'accident est vraiment important ou qu'une partie des barrières de sécurité est endommagée, alors les commissaires de piste peuvent brandir le drapeau rouge. Le drapeau rouge signifie une interruption de course, donc tous les pilotes vont rentrer au stand, et le Grand Prix est stoppé jusqu'à ce qu'on résolve le problème en piste. Lorsque le problème est réglé et que le Grand Prix peut reprendre, les 20 pilotes vont reprendre la piste dans l'ordre où ils étaient avant le drapeau rouge, et là 2 solutions sont possibles. Soit on va effectuer un départ arrêté comme au début du Grand Prix, soit on va effectuer un départ lancé, c'est-à-dire une relance de safety car mais sans la safety car. Lors du Grand Prix, les pilotes vont s'arrêter au stand pour changer de pneus. Et c'est une magnifique transition vers notre prochain chapitre, les pneus. En F1, il y a 2 catégories de pneus, les pneus secs et les pneus pluie. Commençons avec les pneus pluie, il y en a 2 types, le pneu intermédiaire à bande verte et le pneu pluie ou full wet avec ses bandes bleues. On choisit des pneus intermédiaires quand la piste est simplement humide ou alors que les conditions sont changeantes, et on choisit des pneus pluie quand la piste est complètement détrempée ou qu'il pleut. Pour ce qui est des pneus slick, c'est-à-dire des pneus pour les temps secs, il y en a 3 types. Le pneu tendre à bande rouge, le pneu médium à bande jaune et le pneu dur à bande blanche. Et chacun de ces pneus a ses avantages et ses désavantages. Le pneu tendre, c'est le pneu le plus performant en piste, c'est celui qui vous fait aller le plus vite, mais c'est aussi celui qui s'use le plus vite. Il a donc une durée de vie assez faible. Le pneu dur est certes lui moins performant, mais il a une usure beaucoup moins rapide, ce qui lui procure une durée de vie plus grande. Le pneu médium, quant à lui, est le juste milieu en termes de performance et de durée de vie entre le pneu tendre et le pneu dur. Pourquoi ne pas passer maintenant aux voitures sur lesquelles on chausse ces pneus, les Formule 1. Avec une vitesse de pointe de plus de 350 km/h et une adhérence impressionnante, les Formule 1 sont certainement les voitures de course les plus rapides qui existent. Elles ont d'ailleurs subi un énorme changement aérodynamique en 2022. Je vous laisse comparer une F1 de 2021 et une F1 de 2022. Le nouveau règlement aérodynamique avait pour but de simplifier les voitures pour qu'elles causent moins de turbulences aérodynamiques et que les voitures puissent réussir à se suivre, ce qui n'était plus possible avant. Les voitures sont équipées d'un système qui s'appelle le DRS, le Drag Reduction System. Lors du Grand Prix, quand une voiture est à moins d'1 seconde de la voiture de devant, alors dans des zones bien spécifiques, généralement placées sur les lignes droites, eh bien le pilote peut appuyer sur un bouton sur le volant qui va ouvrir une partie de l'aileron arrière et donc diminuer l'appui aérodynamique et augmenter la vitesse de pointe. Il permet à la voiture qu'il active de gagner entre 10 et 30 km/h de vitesse de pointe selon le circuit. Ce système introduit en 2014 avait pour but d'augmenter les opportunités de dépassement en piste. Toutes les F1 utilisent la même architecture moteur, c'est-à-dire un V6 turbo hybride. Ce moteur développe entre 950 et 1000 chevaux selon les écuries, et c'est l'une des parties les plus chères de la voiture. Tellement cher que certaines petites écuries n'ont pas les moyens de développer leur propre moteur, et elles achètent donc leur moteur à des plus grosses écuries qui, elles, les développent et les fabriquent. Par exemple, Mercedes vend son moteur à Aston Martin, McLaren et Williams, Ferrari vend son moteur à Alfa Romeo et Haas, Red Bull donne son moteur à son écurie sœur AlphaTauri, car en réalité les 2 écuries appartiennent au groupe Red Bull, et pour finir, Alpine se motorise elle-même parce que apparemment personne n'a voulu du moteur Renault. Et d'ailleurs, parlons-en de ce championnat. Entrons directement dans le prochain chapitre, les championnats et le barème des points. À la fin d'un Grand Prix, les 10 premiers pilotes vont marquer des points pour le championnat du monde des pilotes. Le pilote qui arrive premier va recevoir 25 points, le deuxième va en recevoir 18, le troisième va en recevoir 15, et ainsi de suite, jusqu'au 10e qui va recevoir 1 point. Il faut noter que le pilote qui réalisera le tour le plus rapide pendant la course gagnera 1 point bonus. Lors des courses sprint dont je vous ai parlé précédemment, cette fois-ci, seuls les 8 premiers pilotes marquent des points. Le premier en gagne 8, le deuxième en gagne 7, et ainsi de suite jusqu'au 8e qui en gagne 1. Tous ces points engrangés tout au long des 23 Grands Prix de la saison sont ensuite ajoutés au classement du championnat du monde des pilotes et des constructeurs. Le pilote avec le plus de points à la fin de la saison remporte le championnat et devient champion du monde. C'est quasiment pareil pour le championnat du monde constructeur, sauf que les points des 2 pilotes d'une écurie s'ajoutent cette fois-ci entre eux et forment le nombre de points de l'écurie. Pour finir, passons à l'avant-dernier chapitre, les formules de promotion. Avant d'arriver en Formule 1, les pilotes passent généralement par la Formule 2 et la Formule 3. Dans ces catégories que l'on appelle des formules de promotion, tout le monde a la même voiture et seul le pilotage fait la différence. Ce système permet de reconnaître les meilleurs pilotes et de savoir qui mérite ou non d'aller en Formule 1.
Malheureusement, des fois, l'argent prime sur le talent, comme en 2021 où Oscar Piastri, le champion du monde de Formule 2, s'est fait en quelque sorte voler son siège par le pilote qui a fini 3ème en Formule 2 cette saison-là, simplement car il allait apporter plus d'argent à l'écurie. Et maintenant passons au plus important, comment regarder la Formule 1 ? Pour regarder les Grands Prix de Formule 1, plusieurs solutions s'offrent à vous. La meilleure option selon moi, et qui est celle que j'utilise, c'est de prendre un abonnement Canal+, pour profiter de toutes les sessions en direct et des excellents commentaires de Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Après, si vous n'avez pas les moyens de prendre un abonnement Canal+, plusieurs solutions de petits filous s'offrent à vous. Vous pouvez installer un VPN, vous localiser en Belgique, et là-bas, la Formule 1 est gratuite sur la RTBF. Sinon, pour suivre les actualités sur et en dehors de la piste, là, il n'y a qu'une seule solution, c'est s'abonner à BF1 sur Twitter. BF1, c'est clairement le compte d'actualité Formule 1 qu'il faut suivre, et je dis pas ça parce que je suis rédacteur pour BF1. Ne manquez plus jamais aucune info grâce à BF1, c'est gratuit. Sinon, vous pouvez aussi installer l'application F1, elle est très pratique pour ne pas manquer le départ d'un Grand Prix à cause du décalage horaire. Bref, la vidéo touche à sa fin. J'aurais encore pu vous parler pendant des heures de ce sport qui me passionne tellement. J'aurais pu vous parler des pilotes, de l'histoire de ce sport, des stratégies, mais malheureusement la vidéo aurait duré 8 heures et personne n'aurait regardé ça. J'espère vous avoir transmis les bases nécessaires pour comprendre la Formule 1 et apprécier cette saison 2022 qui arrive. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis ou à vos proches pour que vous puissiez regarder les Grands Prix ensemble. Sur ce, c'était Raph, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu ou pas, à mettre un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ciao.